Voilà, à commencer. Très bien. Donc, je vais d'abord re-bienvenue plutôt, désolé. Euh, oui, donc re-bienvenue, nous allons continuer. Mais avant de continuer, pour parler donc de la rentabilité, c'est comment est-ce qu'un projet est rentable ou non? Qu'est-ce qui détermine si un projet est rentable ou non? Ensuite, on va faire une revue, disons, de comment financer les projets en général. Il y a deux questions, donc je vais essayer quand même d'abord de répondre aux deux questions qu'il y a sur le chat. La première question, le coût d'énergie et LCOI, est-ce possible de montrer un coût d'énergie unique? Faudra-t-il toujours séparer les deux types d'énergie? Donc générateur diesel, comme j'ai dit, on calcule la part, il faut d'abord déterminer le mix énergétique, d'où provient l'électricité actuellement. Est-ce que c'est à 100% du réseau électrique, ou bien seulement à 90%, ou bien à 85%, ou bien peut-être c'est 57,9%. Et le reste, ça vient du groupe électrogène, c'est ça? Et je calcule les deux et je fais le prix moyen. Et bien sûr, seulement pour la période où j'utilise l'énergie solaire. Donc, pas pour toute la période. Donc, soit pour la période jour, si je n'ai pas de batterie, ou bien pour la période jour et la période pic, si j'ai une batterie. Et donc, je calcule là le prix moyen d'électricité. Et surtout, si je suis investisseur, il faut s'attendre à avoir une conversation avec l'acheteur, avec l'usine, par exemple. Parce qu'ils vont dire, non, 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 mon prix, moi, c'est le tarif jour. Il faut leur expliquer aussi que non, ce n'est pas seulement le réseau, il y a aussi le groupe électrogène. Il y a aussi, par exemple, d'autres éléments qui jouent sur le prix d'électricité. Parce que plus le prix d'électricité est fort, plus je peux aussi faire un PPA plus important, plus je peux gagner de l'argent en tant qu'investisseur. Et bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui veut avoir une installation parce que vous avez un hôtel, vous voulez faire le jeu de l'autre façon. Donc, ça, c'est pour la première question. Par contre, pour le prix, pour le SCOI, c'est tout simplement le coût de revient du kilowattheure avec le système solaire. On va voir dans un instant, par rapport à ça, plus d'informations. Ensuite, il y a aussi une autre question. Est-ce que tout le monde a pu accéder? Ah, d'accord, ça, c'est pas pour moi. Donc, je Non. laisse ça pour, pour les collègues. Donc, maintenant, on va parler d'abord de la rentabilité. Comment est-ce qu'on peut modéliser d'un point de vue financier? Pardon, je pense que je dois d'abord... C'est bon, le stylo. Donc, la modélisation financière, ça veut dire on essaye de simuler d'un point de vue financier le rendement du projet. Et donc, sa rentabilité, calculer sa rentabilité. Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment ce que font les banques, c'est ce qu'on fait pour les gros projets. Ça veut dire, c'est vraiment comment calculer la vraie rentabilité d'un projet. Donc, pour calculer la rentabilité d'un projet, vous connaissez tous le fameux, donc, le fameux modélisation de trésorerie. Donc, pour un système PV, par exemple, nous avons l'investissement dans l'année zéro. L'année zéro, c'est toujours l'année de l'investissement. Donc là, c'est en moins parce que j'investis l'argent. Et là, c'est les revenus. Les revenus, ça peut être parce que j'ai un PPA, et donc je vends l'électricité pour une usine, pour un hôtel, ou bien, si c'est le modèle EPC, les revenus, ce sont des économies sur ma facture d'électricité. C'est aussi des revenus. Et c'est aussi comme ça qu'on va les avoir. Donc, j'ai des revenus à partir de l'année 1 d'exploitation. Généralement, par exemple, ici, l'année 10, ça peut aussi être dans l'année 11, dans l'année 15, je ne sais pas. Là, par exemple, j'ai une minute. Désolé, il y a quelque chose qui arrive avec le stylo ici. Salim, Donc, tu partages déjà ton écran ou pas encore? je n'ai pas partagé. Non. D'accord. Heureusement que ça a été mentionné. D'accord. Je pense que j'ai un problème. Voilà. Maintenant, normalement, vous voyez mon écran. Oui, ça marche très bien, merci. Parfait. Donc, désolé d'avoir oublié.
Très bien, donc je vais reprendre, hein. Donc on a dit l'année 0, c'est là où je fais l'investissement. Donc j'ai des coûts, voilà. Disons, je perds de l'argent. Ensuite, j'ai les revenus à partir de l'année 1 jusqu'à l'année 20, par exemple. Et les revenus, comme j'ai dit, si on est quelqu'un qui a investi, et ensuite on va faire un PPA, par exemple, avec l'usine ou bien avec l'hôtel, bah, c'est des revenus, vraiment. Je touche de l'argent avec le PPA. Mais si je fais un modèle EPC, par exemple, je suis l'usine et j'investis directement avec un modèle EPC, les revenus, ce sont les économies, tout simplement. Et généralement, pendant la période de 20 ans, il y aura des années, ici par exemple dans l'année 10, où j'aurai des frais supplémentaires parce que je dois remplacer par exemple les onduleurs. Voilà. Donc c'est à peu près le cash flow, le modèle de trésorerie que nous avons en général sur une période par exemple de 20 ans. Donc, c'est quoi ces investissements ici? Dans l'année 0, plus si je dois remplacer quelques composants, bah, les investissements, c'est tout simplement en forme de CAPEX. Donc, c'est le système lui-même, c'est les modules PV, c'est l'onduleur, c'est la structure de montage, le câblage, le travail d'installation, d'assemblage, le travail pour les permis, l'administratif. Je dois aussi peut-être payer un avocat pour vérifier que les contrats sont conformes et tout cela. Ça, c'est les investissements dans l'année d'investissement, dans l'année 0. Plus possible, je dois remplacer quelque chose durant les 20 ans. Et ensuite, j'ai aussi, bien sûr, les frais d'exploitation, ce qu'on appelle OPEX, Operation Expenditures. Donc là, en général, je dois nettoyer les modules, je dois faire l'entretien, il y a un technicien qui va venir une fois, 2 fois par année pour vérifier que tout va bien, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont les frais d'exploitation. En général, pour un système PV, on va dire, voilà, 1%, ça peut aller peut-être jusqu'à 2%, si le système est de petite taille, par rapport à ce que j'ai investi par année. Donc, si j'ai investi, par exemple, 100 000 euros, ça veut dire que 1% jusqu'à 2% de ces 100 000 euros, c'est ce que je vais dépenser dans les frais d'exploitation. Ça, c'est déjà déduit ici, plus ou moins. Ça, c'est les revenus nets, donc moins l'exploitation. L'exploitation, les frais d'exploitation, c'est année par année. Mais c'est tout ce que j'ai comme frais, en fait. J'ai pas beaucoup de trucs, apparemment. Donc, je dois installer le système et ensuite, je dois faire les frais d'exploitation année par année en termes de maintenance, de nettoyage, plus peut-être des salaires pour quelqu'un qui fait tout ce qui est administration, paperasse, facturation et ainsi de suite. Mais c'est tout ce que j'ai en fait, comme coût. J'ai pas d'autres coûts vraiment. Maintenant, pour calculer la rentabilité de mon projet, en général, on utilise aussi une banque, par exemple, qui va vous donner un crédit bancaire, va utiliser des paramètres qui sont appelés le retour sur investissement simple, la durée de remboursement. Ça, c'est des choses qui sont connues du grand public aussi. C'est en général quand vous parlez, quand vous asseyez, quand vous parlez avec une personne et vous dites « Ah, ça c'est un bon investissement, j'ai un retour d'investissement de 5 ans. Donc dans 5 ans, voilà, j'ai un retour sur mon investissement. Et tout ce qui vient après 5 ans, c'est les gains. » Ça c'est un truc du grand public. Mais ensuite, on passe vers le taux de rendement interne, la valeur actuelle, nette, voilà. Tous ces trucs-là, c'est vraiment là où c'est vrai. Et là, c'est quelque chose qui, par exemple, est considéré par la banque, par les investisseurs et aussi par vous. Si vous investissez sur ces projets-là, il faut aussi plutôt regarder ces éléments-là, plus que tout simplement le retour simple sur l'investissement. Donc, le retour sur investissement simple, c'est connu. C'est les bénéfices divisés par l'investissement initial. On multiplie par 100 pour avoir ça en pourcentage. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, un retour sur investissement de 50%, par exemple, serait un bon chiffre. On va dire, ah, j'ai un retour d'investissement de 50%. Ça veut dire que, par exemple, disons que j'ai investi, par exemple, je donne ça comme exemple, j'ai investi 1000 euros et je gagne 500 euros. Ça, pardon, 500 euros.
Donc, j'ai les 1000 euros plus 500 euros supplémentaires. Et j'ai un retour d'investissement de 50%. Ça, c'est très simple. On connaît plus ou moins ça. Donc, ensuite, il y a la durée de remboursement. C'est lié à ça. Ça veut dire combien de temps ça me prend pour avoir un retour sur mon investissement. Par exemple, j'ai investi 100 $. Les 100 $ me rapportent 20% par an. 20% de 100 $, c'est 20 $ par an. Donc, ça me prend combien de temps pour avoir un retour d'investissement ou bien le remboursement sur l'investissement? On va voir 20 $ par an. Donc, 1 an, c'est 20 $. 2 ans, 40. 3 ans, 60. 4 ans, 80. 5 ans, 100 $. Donc, après 5 ans, c'est la durée de remboursement ou bien la durée de retour d'investissement. Après 5 ans, j'ai mes 100 $, c'est bon, je les ai. Ça veut dire que j'ai investi 100 $, j'ai 100 $ dans mon compte bancaire et à partir de la 5e année, ou plutôt de la 6e année, à partir de la 6e année, je commence à gagner de l'argent. Maintenant, si j'ai 20 $ dans l'année 6, ces 20 $, c'est l'argent que je gagne parce que j'ai déjà eu un retour sur mon investissement. Donc, c'est quoi la problématique avec ces deux éléments-là? Nous avons parlé maintenant d'argent comme si l'argent était fixe dans le temps. Comme si 20 $ aujourd'hui sont 20 $ demain, sont 20 $ dans 5 ans. Ici, on parle de 5 ans. Mais est-ce que vraiment 20 $ dans 5 ans ont la même valeur que 20 $ aujourd'hui? Si je vous pose la question, par exemple, et si je vous donne 1000 $ aujourd'hui, ou bien je vous donne 1000 $ dans 2 ans, vous allez tous me répondre, ah non, je veux 1000 $ aujourd'hui. Maintenant, si je vous pose une question, je vous donne 1000 $ aujourd'hui, ou bien je vous donne 1200 $ dans 2 ans, qu'est-ce que vous préférez? 1000 aujourd'hui ou 1200 dans 2 ans? Vous pouvez le mettre sur le chat. C'est aussi mettre pourquoi. Vous pouvez ouvrir aussi le micro. C'est aussi une option. Oui, aussi. 1000 aujourd'hui. Mais pourquoi 1000 aujourd'hui et pas 1200 dans 2 ans? Je vous offre plus dans 2 ans. Donc, le taux d'inflation. Le taux d'inflation joue un rôle. Mais surtout, je vous donne un exemple. Si vous me dites, vous me donnez 1000 $ aujourd'hui, par exemple, ou bien vous me donnez 1200 $ dans 2 ans, ma réponse ne sera pas basée sur l'inflation nécessairement. C'est bien sûr indirectement, l'inflation a un impact sur aussi la vraie raison. Mais la vraie raison, c'est le retour, c'est le taux d'intérêt. Si vous me donnez 1000 $ aujourd'hui, que je les mets dans la banque, et dans 2 ans, je pourrais avoir avec les 1000 $, 1400 $. Je vais prendre les 1000 $ aujourd'hui. Mais si par exemple, vous savez, il y a quelques années, nous avions un taux d'intérêt négatif en Europe, ça veut dire que quand on mettait 1000 $ dans la banque, dans 2 ans, on aura seulement 950 $. Parce que la banque, elle prend un taux d'intérêt négatif. Dans ce cas-ci, je prendrai probablement les 1200 $ dans 2 ans. Tout simplement. Donc, c'est surtout lié donc à la valeur de l'argent. C'est pour ça qu'on appelle ça valeur actuelle nette. C'est vraiment la valeur de l'argent dans le temps. La valeur de l'argent, ou bien plutôt l'argent, il est, comment dire, il est exprimé en deux façons. Il y a ce qu'on appelle la valeur nominale, donc le numéraire, c'est ce qu'on voit sur le billet de banque. 2000 $, c'est 2000 $, mais ce n'est pas ce qu'on utilise en tant qu'investisseur. En tant qu'investisseur, on parle de la valeur actuelle. Ça veut dire tout ce qu'on imagine en tant qu'argent, on essaye de voir la valeur aujourd'hui. Donc, si vous me donnez 1200 $ dans 2 ans, moi je me poserai la question, c'est quoi la valeur de ces 1200 $ aujourd'hui? Si vous me donniez exactement l'équivalent aujourd'hui pour avoir le même pouvoir d'achat,
c'est quoi la valeur aujourd'hui. Et c'est comme ça que je décide, est-ce que je prends les 1000 $ aujourd'hui ou je prends les 1200 $ dans 2 ans. Pour calculer la valeur actuelle nette, il y a une formule mathématique, c'est très simple. Je vais multiplier la valeur nominale, donc ce qui est écrit sur le billet de banque, par ce qu'on appelle un facteur d'actualisation. C'est quoi un facteur d'actualisation? C'est avec cette formule-là. Le INT ici, c'est interest, c'est l'intérêt, c'est le taux d'intérêt nominal. Ça veut dire c'est ce que je gagne. Encore une fois, c'est les intérêts que je gagnerais avec l'argent si je les mettais par exemple dans la banque. Mais en général, je prends le taux d'intérêt nominal dans le pays. Par exemple, c'est le taux d'intérêt de la banque centrale, par exemple, que je prendrai comme référence, plus ou moins. Ou bien si je prends par exemple des bons d'État, voilà, c'est quoi le retour sur, c'est quoi l'intérêt que je gagnerai sur ces bons dettes, sur ces bons. Et le N, c'est l'année. Comme vous voyez, c'est le numéro de l'année dans le futur, si on peut dire ça. Ne vous inquiétez pas, je vais utiliser un exemple concret pour expliquer ça. On va faire un calcul simple. Un calcul simple, ça veut dire tout simplement sans réfléchir à la valeur actuelle, juste les valeurs nominales de l'argent. J'investis 9 000 $ ou euros dans cette année, l'année 0, l'année d'investissement. Donc ça, c'est un système solaire, c'est ce que ça me coûte, et il me rapporte 2 000 $ par année. Chaque année, je gagne 2 000 $. Est-ce que je gagne de l'argent avec cet investissement-là? Et si je gagne de l'argent, combien? Sur la période de 5 ans. Oui, je gagne, et je gagne 1000 $. Très bien, 9 000 $, c'est ce que j'ai investi, et je gagne 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2 fois 2000, c'est 10 000. Donc 10 000 moins 9 000, c'est 1000 $. Apparemment, c'est ce que je gagne. Ça, c'est simple, sans prendre en considération la valeur de l'argent dans le temps, la valeur actuelle de l'argent. Maintenant, si je prends en considération la valeur actuelle de l'argent, je vais multiplier les valeurs nominales par le facteur d'actualisation. Je prends l'exemple de 10% de taux d'intérêt nominal dans le pays, par exemple. C'est 10%. Ça veut dire en mettant l'argent dans la banque sans travailler, juste le poser dans la banque et le laisser là-bas, je gagne 10% par année. C'est le taux d'intérêt nominal. Le facteur d'actualisation, je remplace INT par 10%. Et les années, c'est ici. Donc, pour l'année d'investissement, 9 000, je multiplie par le facteur d'actualisation. Pour l'année 0, c'est 1. C'est normal, parce que je parle de cette année. L'année 0, c'est l'année où je suis en train de simuler mon investissement. Donc, le facteur d'actualisation, c'est 1. Donc, 9 000 $ cette année, c'est 9 000 $. Maintenant, je gagne 2 000 $ l'année prochaine. C'est quoi la valeur aujourd'hui? Pas l'année prochaine, la valeur de ces 2 000 $ aujourd'hui, étant donné qu'il y a 10% de taux d'intérêt, donc ils ont moins de valeur aujourd'hui. Ça veut dire que si je prends moins de 2 000 $ aujourd'hui, je les mets dans la banque dans une année avec 10%, je vais avoir 2 000. Donc, je vais calculer le facteur d'actualisation, c'est 0,909. Et comme vous voyez, chaque année dans le futur, le facteur d'actualisation va être encore moins important. Et donc, la valeur de l'argent va être encore moins importante aujourd'hui. Maintenant, si je multiplie toutes ces valeurs-là fois le facteur d'actualisation, donc 9 000 fois 1, moins 9 000 fois 1, c'est moins 9 000, 2 000, c'est 1818, et ainsi de suite. Les 2 000 $ que je gagne dans 5 ans, ils ont la même valeur que 1242 aujourd'hui, dollars, c'est tout.
C'est comme si vous me donnez aujourd'hui 1242. Ça veut dire, si je mets 1242 $ dans le compte bancaire avec 10% d'intérêt, dans 5 ans, j'aurai aussi 2000 $. Et maintenant, si je fais la somme de tout cela, donc voici mon investissement, voici les revenus réels, actuels. Donc je fais la somme et j'ai mis moins 1418. En fait, je perds de l'argent. Cet investissement-là, il ne me fait pas gagner 1000 $, c'est pas vrai. C'est vrai que j'aurai 1000 $ dans le compte bancaire. Mais encore une fois, la valeur d'aujourd'hui, c'est je perds 1418 $. Donc, ce n'est pas un bon investissement. Est-ce que ça fait ça? Pour essayer de visualiser ça, je prends les 5 ans, l'année 0 plus les 5 ans de revenus. Je vais simuler qu'est-ce qui se passerait si j'avais la possibilité de faire tout cela dans l'année 0. Ça veut dire j'investis dans l'année 0 et tous les revenus, je les gagne cette année. Pas sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais dans l'année 0 aussi. Et je gagne tous les revenus avec la valeur actuelle de l'argent, donc la valeur d'aujourd'hui de l'argent. Et je perds. C'est un investissement qui n'a pas d'intérêt. En d'autres termes, je prends les 9000 $ et je les mets dans le compte bancaire à 10%, ce serait mieux. Ça veut dire je dors, je ne me lève pas trop tôt le matin, je ne travaille pas et j'aurai plus d'argent. Si j'investis maintenant et que je ne vais pas mettre l'argent dans le compte bancaire à 10%, eh ben, en fait, je travaille pour rien. Voilà, je perds de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est clair? Il y avait une réaction immédiate encore. Donc, apparemment, c'est clair. On va estimer que c'est clair. Maintenant, cette Ouais, valeur ouais, actuelle, maintenant, elle joue un rôle pour tout. Parce que le projet photovoltaïque, rappelez-vous, si je repars ici, le projet photovoltaïque, j'ai tout l'investissement dans l'année 0, presque. J'ai un petit peu aussi de dépenses dans les 20 ans, mais le plus gros des dépenses, c'est dans l'année 0. Donc, je paye ça avec la valeur d'aujourd'hui de l'argent. Et tous mes revenus, c'est dans le futur. Donc, la valeur actuelle, elle est inférieure à la valeur nominale, ce qui est écrit sur le billet de banque, ou bien sur le compte bancaire. Donc, ça devient important pour moi, en fait, de faire tout cet investissement, tous ces calculs-là avec la valeur actuelle, avec la valeur d'aujourd'hui. Et ça compte aussi même pour la LCOI, même pour le coût d'électricité. Il faut aussi faire utiliser le facteur d'actualisation pour calculer avec la valeur actuelle. Si on essaye de calculer la LCOI simple, sans la valeur actuelle, ça veut dire juste avec les valeurs nominales, avec le numéraire, ben, je vais prendre tous les coûts sur la durée de vie. Ça, c'est le CAPEX, donc c'est l'investissement, plus 20 ans d'OPEX, d'exploitation, c'est tous les coûts que je dépense. Et je divise par tous les kilowattheures sur 20 ans. Donc 20 ans de production. Si par exemple, tous mes frais sont de 5 millions de dollars sur 20 ans, tous les frais que je dépense, c'est 5 millions de dollars, et que sur les mêmes 20 ans, je génère 100 millions de kilowattheures, et que je divise le prix, la LCOI simple, c'est 5 centimes de dollar, ou bien 0,05 $ par kilowattheure. Mais c'est quoi le problème ici, encore une fois? C'est que j'utilise des valeurs sur 20 ans. Mais dans 20 ans, l'argent, il change, comme on a vu maintenant. Donc, je dois multiplier ça par le facteur d'actualisation. En fait, je dois faire ce calcul-là année par année. Chaque année, de l'année 0 jusqu'à l'année 20. Et chaque année, je vais tout multiplier par le facteur d'actualisation. C'est comme ça que je peux avoir la vraie LCOI, levelized. Levelized, ça veut dire actuel, avec la valeur actuelle. Donc, en général, la formule, elle est comme ça. C'est la même formule qu'ici
pour expliquer pour ceux qui ne veulent pas se creuser la tête avec les maths, c'est la même formule que j'ai ici, sauf que maintenant, je fais ça année par année. Ça veut dire chaque année, je fais le calcul pour l'argent que j'ai dépensé dans l'année 0 divisé par l'électricité générée dans l'année 0, qui est généralement de 0, donc il n'y a rien, il n'y a seulement que des dépenses. À partir de l'année 1, j'ai des revenus, donc je vais toujours diviser l'argent divisé par le nombre de kilowattheures dans l'année. Et je multiplie toujours par le facteur d'actualisation d'année en année. Et là, je vais avoir la LCOI, la vraie LCOI, donc actualisée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il n'y en a pas dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, là, il y a des réactions, que c'est bon. OK. Très bien. Donc, le dernier paramètre, qui est lié aussi à la valeur actuelle nette. Donc, cette valeur, la vanne, ça montre combien d'argent est-ce qu'on gagne. Ici, par exemple, on perd 1418. Mais en général, on peut aussi déterminer ça, pas en termes de valeur d'argent, mais en termes de ce qu'on appelle rendement interne, le TRI. Le rendement interne. Le rendement interne, c'est le taux d'intérêt que vous gagnez sur votre investissement. Si, par exemple, je donne à la banque 1000 $, et il me donne un taux d'intérêt de 4%, bah, mon TRI sur les 1000 $ que j'ai donné à la banque, c'est 4%. Ça c'est très simple à calculer parce que la banque elle-même, elle me dit c'est quoi le taux d'intérêt. Mais si j'investis sur un système solaire PV, il n'y a pas de banque qui va me dire c'est quoi mon TRI, mon rendement interne. Je dois le calculer moi-même. Je dois calculer disons, le taux d'intérêt que le projet PV me paye sur l'argent que je mets dans le projet. Pour faire ça, c'est très simple. J'utilise le même tableau que tout à l'heure. C'est le même tableau, il n'y a rien de changé ici. Donc, j'ai toujours une vanne. Donc, la valeur actuelle nette, la vanne, elle est moins 1418. Comment la trouver? Donc, avec 10%. C'est le taux d'intérêt nominal sur le marché. On a dit que cet investissement-là n'est pas bon. Je perds 1418 $. Donc, il vaut mieux mettre les 9000 $ investis ici, les mettre ici, dans un compte bancaire à 10%. Maintenant, si j'essaye de calculer le taux de rendement, l'intérêt sur les 9000 $, je trouve qu'il est de 3,62%. Il y a une formule que vous pouvez même utiliser sur Excel, par exemple, c'est IRR. Je trouve que c'est 3,62%. C'est le taux, c'est le rendement interne, plutôt, c'est le TRI pour les 9000 $. Et donc, ça confirme que je perds de l'argent. Voilà. Ici, déjà, je sais que je perds moins 1418 $. Et en même temps, le rendement interne, donc le taux d'intérêt que le projet me paye, il est de 3,62%. Il est inférieur aux 10%. Ça confirme tout simplement que ça ne vaut pas le coup. Donc, je prends 9000 $, je les mets dans la banque, je gagne 10%, ou bien je les mets sur le projet PV et je gagne 3,62%. Il vaut mieux utiliser encore une fois la banque, dans ce cas-ci, qui me donne plus d'argent. Encore une fois, ça confirme. Une vanne négative veut dire automatiquement un TRI qui est inférieur au taux d'intérêt nominal, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Qu'est-ce qui se passerait si je changeais ça? Si par exemple, j'avais ici, si dans mon pays par exemple, si au Madagascar par exemple, le taux d'intérêt nominal était de 3,62% au lieu de 10%. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va arriver ici? Quelle est la valeur que je vais avoir pour la valeur actuelle nette? Les réactions, 10%. Quelqu'un qui dit. OK. Voici le calcul. 0. Ça va augmenter, 0. Il y avait ça dans le chat aussi. Si, voilà, c'est la base, c'est 0 parce que le taux d'intérêt nominal est de 3,62% et le TRI du projet, c'est 3,62%. Ça veut dire c'est
pas important. Je peux mettre l'argent dans la banque ou dans le projet PV et c'est la même chose. J'ai le même retour, j'ai le même TRI. Et donc, je ne crée aucune valeur. Le projet n'a aucune valeur. Ça veut dire aussi, en fait, que ça ne vaut pas le coup de faire le projet. Parce que quand même, c'est 0%, je ne crée aucune valeur, je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Mais quand même, j'ai travaillé. Pendant 5 ans, j'ai travaillé plusieurs heures par jour. Est-ce que ça vaut le coup de travailler pour zéro? Pas vraiment. Donc, c'est à peu près la même chose. Pour la question, est-ce que le taux d'intérêt peut changer plusieurs fois dans une année? Oui, bien sûr. Généralement, on utilise le taux d'intérêt nominal le jour où je simule mon investissement. Et je prends quelques estimations. Je vais dire, le taux d'intérêt, par exemple, est de 10%. Ça veut dire que je pense qu'il va rester de 10%. Mais peut-être que ça va être différent. Dans une année, il peut être 8%, il peut être 12%. Bien sûr que ça change, mais en général, je vais essayer d'imaginer qu'est-ce que peut être le taux d'intérêt dans le futur. Voilà. C'est à peu près ce que je dois faire. Mais c'est bien sûr pas à 100% certain. Maintenant, si je prends le même investissement et par exemple, j'arrive à gagner, je fais un PPA par exemple qui augmente. Ça veut dire mon PPA, il me donne plus de revenus dans le temps. Il augmente avec l'inflation, par exemple. Je repars les mêmes paramètres de marché, 10%. Si le taux d'intérêt nominal, j'investis toujours les 9 000 dans l'année 0, mais maintenant, vu que mon PPA augmente avec l'inflation, je gagne plus d'argent avec le temps. Je gagne 2 000 ici, mais après c'est 3 000, après c'est 4 000, 5 000, et ainsi de suite. Donc, mes revenus augmentent avec l'inflation. Et dans ce cas-ci, je vais toujours multiplier par le taux d'actualisation, par le facteur d'actualisation, pardon. Mais dans ce cas-ci, quand je fais la somme, j'ai 4 823 $. Donc ici, oui, je fais de l'argent, je gagne de l'argent. Et si je compare le TRI, maintenant c'est 26,2%. Il est supérieur aux 10% d'ici. Là, c'est un projet, là, c'est un investissement où ça vaut le coup de se réveiller le matin pour aller travailler. Donc, il faut toujours calculer avec la valeur actuelle de l'argent, pas avec la valeur nominale de l'argent. Ce qui est écrit sur le billet bancaire n'est pas important. On pouvait acheter une maison dans les années 1950 pour 50 000 $. Maintenant, on ne peut pas acheter une maison pour moins de 500 000 $. Donc, ce qui est écrit sur le billet de banque n'est pas important. C'est plutôt la valeur aujourd'hui de ce qui est écrit sur le billet de banque qui est important. Et ça se joue avec le facteur d'actualisation. On se rappelle que, encore une fois, que ce soit la valeur actuelle nette ou le TRI, ils sont liés. Je crée de la valeur, donc j'ai une vanne qui est importante. Dans ce cas-ci, j'ai un TRI qui est supérieur au taux d'intérêt nominal du marché. Ces 10%-là, en fait, c'est ce que je gagne en ne faisant rien. Ça, c'est ce que je gagne sans rien faire. Et je dois gagner plus en travaillant et donc créer de la valeur si je veux qu'un projet soit intéressant. J'espère que c'est clair. Des réactions. Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Question sur l'écriture, terminologie. Je pense que la première ligne, c'est cash flow. Et je pense que pour la troisième ligne, c'est le titre, c'est cash flow actualisé. Et la quatrième ligne, c'est la cash flow, somme de cash flow actualisé. N'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Oui, ça c'est le cash flow exactement. Ça c'est le cash flow actualisé. C'est la valeur actuelle du cash flow, Oui, si on peut le dire. oui, Donc c'est le voilà. cash flow, c'est le même, mais c'est juste ici, c'est pas ici, c'est la valeur nominale, ce qui est écrit sur le compte bancaire, et ici c'est la valeur actuelle. Donc c'est l'équivalent. Ça veut dire que 5 000 € dans mon compte bancaire dans 5 ans, c'est comme si j'avais 3 105 € cette année dans mon compte bancaire. Donc on peut aussi appeler ça cash flow actualisé ou bien valeur actuelle du Oui, cash voilà. flow. Oui, oui. Et là, la valeur actuelle nette, ça c'est quelque chose qui est très défini. Donc la vanne,
Oui, La valeur actuelle nette, la vanne, c'est la somme de tous les cash flows actualisés. oui, oui, voilà. C'est-à-dire la somme de la valeur actuelle nette, c'est le 4823. Oui. Voilà. Ça veut dire que je gagne 4823 $. Dans mon compte bancaire, il y aura plus que ça, hein. Il y aura écrit plus que 4800. Mais c'est l'équivalent de comme si je gagnais 4823 $ aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est la vanne. Et la vanne, c'est ce qui va décider est-ce qu'un projet est rentable ou non. Et la définition de IRR, IRR, d'après c'est le le... TRI, désolé. Oui, Hein. Là, je pense que ça n'a pas été corrigé. Le IRR, c'est le TRI. oui, et par définition, quand je trouve la définition la définition dans le document, il dit que le tri, c'est le taux qui donne 0 la somme de valeur actuelle. Oui. Oui, voilà. Pour déterminer le TRI, d'un point de vue de définition, pour savoir c'est quoi le TRI d'un projet, je dois avoir un 0 ici. Oui, Ça oui. veut dire c'est quel est le taux d'intérêt nominal pour avoir une vanne de 0. Oui, oui. Voilà. Ici, c'est 3,62. Et Ici, c'est dans pas ce cas-ci, rentable parce pour ce que c'est pas projet, c'est assez. 3,62. Mais ce n'est pas rentable parce que Oui, les oui, voilà. 3,62 sont inférieurs aux 10% que me donne, encore une fois, un produit passif, donc la banque. Ok, ok. Oui, c'est clair, merci. Il y a encore des questions dans le chat? D'accord, je vais les lire. Vous présenter le cas où l'investissement est potentiellement financé par emprunt. Ça, c'est pas important. Là, on parle au niveau du projet. Donc, tout ce que j'ai vu ici, c'est au niveau du projet. Maintenant, bien sûr qu'il est possible que les 9 000 $ investis ici, 1 000 $ proviennent en fonds propres et 8 000 $ proviennent en dette. Mais dans ce cas-ci, ça ne change pas beaucoup. Bien sûr que nous allons réduire le coût de la dette, ça va être un coût. Mais dans ce cas-ci, on connaît tous un petit peu comment est-ce qu'on travaille sur la trésorerie. Donc, nous allons faire nos revenus avant impôt et avant dette, les revenus donc après le paiement des impôts pour voir quel est le service de la dette. Donc, je n'ai pas vraiment développé un cash flow plus avancé pour montrer un petit peu la part de la dette. Donc, ça, c'est sur le niveau du projet. Ensuite, il faut déterminer quelle est la part d'investissement en fonds propres et la part d'investissement en dette. Mais sur le niveau du projet, il n'y a pas de changement. Bien sûr que pour l'investisseur, s'il veut juste calculer le TRI, le taux de rendement sur ses fonds propres, il va falloir bien sûr déduire la part de la dette de la banque. Et pour les fonds propres, le coût de la dette, ça veut dire l'intérêt, ou bien le taux d'intérêt de la dette va être perçu comme un coût pour l'investisseur. Mais je n'ai pas vraiment planifié à cause du temps, vu la durée de temps que nous avons pour la formation, je n'ai pas prévu de parler en détail par rapport à ça. Encore une Est-ce question, que s'il vous plaît? Oui. D'abord, je lis juste les questions sur le chat, ensuite je reviens vers vous. Hein. Donc, c'est Ok. Eri, oui. Est-ce que le facteur de réduction est fixé comme les valeurs indiquées sur le tableau? Est-ce que le facteur de réduction est toujours fixé comme les valeurs indiquées? Le facteur d'actualisation, oui, c'est la formule pour le facteur d'actualisation. C'est exactement comme ça. Ça, c'est quelque chose de standardisé. Encore une fois, le INT, c'est le taux d'intérêt nominal et le N, c'est l'année. On commence par l'année 0 pour l'année d'investissement et ensuite année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 20. Pour un système photovoltaïque, si on a une période de 20 ans, on va aller jusqu'à 20 pour le N. Voilà. Dans le cas d'un emprunt, le TRI sera supérieur pour l'investisseur. Oui, dans le cas d'un emprunt, encore une fois, je n'ai pas voulu faire ça parce que ça me prendrait au moins 1 heure, il faut dire la vérité. Mais bien sûr, si j'ai seulement 1 000 $ de fonds propres
et les 8 000 $ restants, c'est de la dette que je vais rembourser. Je vais déduire encore une fois le coût de la dette. Ça va être encore un autre coût comme moi. C'est comme le coût pour payer le technicien et ainsi de suite. Et le TRI pour mon fonds propre va être supérieur à 26,2%, va être plus important que ça, parce que je vais calculer ça pour 1 000 $, pas pour 9 000 $. Mais je ne souhaiterais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que sinon, on va prendre encore une fois 1 heure. Ce que je proposerais, c'est que s'il y a vraiment quelqu'un qui veut savoir plus sur ça, je peux envoyer de la littérature que vous pouvez lire par rapport à ça. Il faudrait rentrer en contact avec Harry ou avec Katharina et je pourrais envoyer des liens que vous pouvez lire en détail sur cette partie-là. Très bien. Donc, il y avait une question de Harry. Harry, plutôt. Oui, oui, merci, monsieur. Pour l'actualisation, il y a de taux, il y a ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Ici, il y a aussi le taux coût d'opportunité du capital. Quelle est la différence entre ces deux taux et dans quel cas on utilise le taux d'actualisation et dans quel cas on emploie le taux de capital? Le taux d'actualisation, c'est avec cette formule-là. Ce INT ici, c'est le taux d'intérêt nominal. C'est la façon la plus simple de le faire. Maintenant, au lieu de prendre le taux d'intérêt nominal, je peux prendre bien sûr le coût du capital. Si je veux prendre le coût du capital, c'est plus compliqué à faire. C'est plus, comment dire, c'est plus réel, c'est plus vrai, c'est plus proche de la réalité, mais c'est plus compliqué. Le coût d'opportunité du capital est personnel. Ça veut dire pour moi-même, pour Salem. C'est quoi mon coût d'opportunité du capital? Ce n'est pas nécessairement le taux d'intérêt nominal dans le marché. Peut-être que j'ai l'opportunité d'investir mon argent dans un hôtel, par exemple. Et l'hôtel va me rapporter peut-être 25%, pas seulement 10%. Dans ce cas-ci, mon coût d'opportunité, ce n'est pas 10%, mais c'est 25%. Mais c'est très difficile de faire ça, sauf si vraiment nous avons toutes les données nécessaires et ainsi de suite. Mais c'est possible de faire ça avec le coût d'opportunité du capital personnel pour l'investisseur, personnellement pour l'investisseur. Et en général, si on fait ça ensuite pour le projet, on va faire un mix pour les 1 000 $ par exemple que j'ai investi avec mes fonds propres. Je vais utiliser le coût d'opportunité du capital, de mon capital, de mes 1 000 $. Qu'est-ce que je pourrais gagner d'autre avec? Et pour les 8 000 $ restants avec la banque, ça va être tout simplement le taux d'intérêt que la banque me donne. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Mais en ce qui concerne le taux d'actualisation, Le taux d'actualisation, je l'ai dit, c'est une formule. Le taux d'actualisation, c'est toujours le même. C'est tout simplement, je dois déterminer ce INT ici, l'intérêt. Est-ce que je vais utiliser le chemin simple et je prends le taux d'intérêt nominal dans le pays, ou bien je vais utiliser le coût du capital, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais une fois que je détermine ça, le pourcentage, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 20%, je vais la mettre ici. Le facteur d'actualisation, c'est toujours calculé comme ça, avec la formule ici. Est-ce que c'est clair? oui, 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 c'est clair, merci. Parfait. Très bien. Donc, le dernier point que je voulais couvrir, je vois le temps quand même, Katharina, mais je vais essayer de rajouter quelques minutes quand même. Donc, le dernier point que je voulais couvrir sur ça, c'était ce qu'on appelle le DSCR, Debt Service Cover Ratio. Ça, c'est un point qui n'est pas lié à la rentabilité du projet. Je peux avoir un projet rentable, mais la banque va aussi voir ce DSCR. Ça veut dire ce qui est les revenus d'exploitation nets après impôt divisé par le service annuel de la dette. Ça veut dire que je peux avoir un projet comme celui-ci, où j'ai un bon retour d'investissement, mais la banque me refusera de me donner un prêt parce qu'il détermine que je ne peux pas rembourser la dette. Parce qu'il y a par exemple, sur la période de 20 ans, il y a par exemple 2 années où je n'ai pas suffisamment de revenus dans la caisse pour payer le service de la dette. Le service de la dette, ça veut dire le principal plus l'intérêt. Donc, il faut payer les intérêts plus un remboursement du principal.
Et la banque, elle veut toujours être sûre que chaque année, pas pendant les 20 ans, juste pendant la période de la dette, par exemple, si j'ai un prêt bancaire sur 10 ans, donc pendant les 10 ans où je dois rembourser le prêt bancaire, la banque veut toujours savoir que je vais avoir plus d'argent dans la caisse, donc plus de revenus d'exploitation net que ce que je dois payer pour rembourser la dette et payer l'intérêt pour l'année en cours. Donc, il faut avoir plus. Donc, il faut avoir un DSCR qui est supérieur à 1. Voilà. Et en général, les banques en Europe, elles souhaitent généralement un DSCR, disons, de 1,25 jusqu'à 1,35 pour les projets photovoltaïques. En d'autres termes, je dois gagner, disons, 125 à 135% plus que le service de la dette. Donc, si je dois payer le service de la dette dans l'année, par exemple, si c'est par exemple 1000 $, je dois gagner au moins 1250 à 1350 $ de revenus d'exploitation net. Comme ça, je donne les 1000 $ pour la banque et les 250 à 350 $ restants vont être ce qui me reste après avoir payé le service de la dette. Ça, c'est aussi un point important. Et donc, si on a un projet, il faut qu'on s'assure que c'est aussi comme ça pour le DSCR, durant, encore une fois, pas pendant toute la période du projet, mais durant la période où je dois rembourser la dette. Donc, éventuellement, je dois diminuer, par exemple, le service de la dette parce que je ne peux pas gagner suffisamment et donc allonger la dette, par exemple, au lieu de 10 ans, la mettre sur 15 ans, comme ça je rembourse moins année par année. Ça va me coûter plus cher, mais je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas gagner suffisamment pour rembourser une dette sur 10 ans. Donc ça aussi, ça fait partie de ce que je dois faire lorsque je détermine la durée du prêt ou bien du crédit bancaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question sur le chat. Une dernière question sur le calcul de l'IRR et de la VAN. Doit-on, dans le calcul, ajouter la valeur terminale à la fin du période considérée pour le calcul de l'actif dans lequel on investit? Oui, c'est sur toute la période. Là, j'ai juste donné un exemple sur 5 ans. Mais par exemple, si nous avons un actif, après, si vraiment je fais le calcul sur 5 ans, mais peut-être que je fais le calcul sur 15 ans, sur 20 ans. Bon, on va prendre les 5 ans. Si, dans la 5e année, j'ai un actif restant et que je le vends, ça veut dire que je réalise la valeur, ben, je vais rajouter ça comme revenu. Mais si l'actif, par exemple, je ne le vends pas, je vais le garder. Dans ce cas-ci, je vais probablement, tout simplement, rallonger la période de mon calcul. Au lieu de 5 ans, je le fais sur 10 ans. Tant que, disons, l'actif est toujours en marche, il me rapporte de l'argent, je vais rajouter, encore une fois, ou bien je vais rallonger la période de mes calculs pour la panne, tout simplement. Mais si, par exemple, j'exite, donc je vends l'actif, là, ça va s'arrêter là. Si, par exemple, je prends un système solaire photovoltaïque, est-ce qu'il y a une valeur restante à la fin? Il est possible, parce que généralement, je peux peut-être revendre le système solaire pour le propriétaire. Je lui dis, par exemple, pour un certain frais, je peux laisser le système solaire sur la toiture et vous pouvez le garder et l'exploiter pour le restant gratuitement. Ou bien peut-être que je peux revendre la marchandise, mais il est possible aussi que j'ai des coûts importants, par exemple, pour démanteler le système solaire. Et dans ce cas-là, ça pourrait être que dans la dernière année, j'ai en fait moins de revenus. Ça va dépendre. Mais oui, on peut bien sûr prendre les valeurs des actifs aussi en considération dans les dernières années. Encore une fois, si je réalise cette valeur-là, donc je vends ces actifs-là. Pourquoi le DSCR? Donc, on regarde plus sur l'entreprise que du projet quand on parle du DSCR, le ratio DSCR. Là, je parle si on fait par exemple un financement de projet, pas financement d'entreprise, je vais regarder sur les revenus du projet. Si par exemple, je prends un crédit bancaire sur l'entreprise, oui, je regarde plutôt les revenus de l'entreprise. Donc, c'est sur la balance sheet de l'entreprise. Donc, je vais regarder les revenus d'exploitation de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui va me rembourser le crédit et pas seulement le projet photovoltaïque. Donc, le DSCR, c'est sur le projet ou sur l'entreprise, selon est-ce que je fais un financement d'entreprise ou un financement de projet.
Est-ce que c'est clair? Peut-être la dernière question parce qu'on a Oui. largement dépassé le temps. Il y a une dernière question sur le chat. Oui. J'ai répondu. Non. Non, Pourquoi le déjà. ratio aussi entre 1,25 et 1,35 pour le PV? Si c'est 1, c'est pas suffisant. Non, si c'est 1, c'est pas suffisant parce que si vraiment tout ce que je gagne, je le donne à la banque, qu'est-ce qui me reste? Je veux dire, qu'est-ce qui va arriver si par exemple, je dois remplacer quelque chose? La banque n'aime pas ça. C'est une prise de risque. Donc, il souhaite avoir, encore une fois, entre 125 à 135%, pas 100%. Si c'est 100%, ça veut dire que tout ce que je gagne, il va à la banque. Et s'il y a un petit problème quelque part, ben, j'ai un problème. Exactement, c'est une marge de sécurité, oui. Oui. Il y a une dernière question là. On peut la prendre encore avant de finaliser? Le DSCR, oui, c'est le service annuel de la dette. Encore une fois, ça veut dire que c'est le remboursement, c'est le principal, plus l'intérêt. Maintenant, si j'ai un taux d'intérêt variable, oui, chaque année, c'est un nouveau taux d'intérêt, même chaque trimestre peut-être, et donc ça va être impacté. Mais si je prends avec un taux d'intérêt fixe, je n'ai pas de problème, parce que le taux d'intérêt est fixé. Très bien, donc je vois que j'ai répondu à toutes les questions. Peut-être que je vais clore. Je n'ai pas parlé directement des types de financement, mais en général, ces types de projets-là, de taille de quelques centaines de kilowatts crête, ils ne sont pas financés avec un financement de projet, mais avec un financement d'entreprise. Donc l'entreprise doit prendre un crédit sur sa balance sheet comme elle prend un crédit pour n'importe quelle autre possibilité. Il y a aussi la possibilité de prendre un financement dans une plateforme de crowdfunding. Donc il y a des gens qui donnent de l'argent pour une plateforme de crowdfunding et la plateforme elle va vous donner donc un financement, soit en format d'investisseur, soit en format de dette. Voilà. Mais en général, c'est la même chose qu'avec la banque si c'est un format de dette. Donc, mais ce sont les possibilités de faire pour ce type de projet-là. Donc, ça c'est connu normalement par les entreprises, elles ont une expérience dans le financement d'entreprises. S'il y a vraiment la possibilité d'utiliser des plateformes de crowdfunding, je ne connais pas exactement la possibilité pour le Madagascar en général, mais c'est utilisé dans plusieurs pays. Par contre, si on fait crowdfunding, on a le risque du taux de change. Parce que les crowdfunding, généralement, elles vont avoir des contrats en euros, en dollars, et donc il faut repayer en euros, en dollars, et donc le taux de change est définitivement un risque dans un tel financement. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'était clair, j'espère que c'était clair. Je reste toujours joignable s'il y a l'AFD a mis en place un programme de subvention. Oui, il y a aussi le programme de subvention, je connais, au Madagascar. Ça, c'est pour réduire le taux d'intérêt. Bien sûr que si j'ai un taux d'intérêt avec la banque commerciale de 15% et que l'AFD me donne un taux d'intérêt de 8%, je vais essayer de faire ça. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des critères et surtout beaucoup de bureaucratie. Pour avoir des taux d'intérêt qui sont réduits, ça veut dire que je dois faire beaucoup de travail bureaucratique. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. S'il y a des questions supplémentaires, je suis joignable à travers le GIZ. Vous pouvez poser des questions. Katharina ou Harry, vous pouvez me les transférer et je peux y répondre. Ça ne me dérange pas, je peux y répondre. Mais on va se voir demain pour Bien sûr, voilà. une autre thématique. Oui, voilà. Donc, demain, on va parler de la maintenance, de la qualité. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je trouve que c'était très clair. J'espère que pour les participants, c'était le cas aussi. Mais oui, s'il y a encore des points qui ne sont pas clairs ou des questions, s'il vous plaît, envoyez-les à nous, à Harry ou à moi, et on va les transférer. Et voilà, on va voir Salem demain de nouveau. Et oui, j'espère de vous revoir demain. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je voulais juste dire encore une chose.